Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et au sommaire, aujourd'hui, nous verrons d'abord qu'une caricature sur la mosquée turque de Strasbourg n'a pas plu à un grand média régional. Nous reviendrons ensuite sur la polémique lancée par Audrey Pulvar qui a tenu des propos anti-blancs très commentés. Et comme chaque semaine, nous reviendrons sur l'actualité médiatique hebdomadaire dans notre revue de presse. Puis nous conclurons cette émission en évoquant le catastrophisme de certains experts médiatiques quant au Covid-19. Je vous rappelle qu'il est très important que vous partagiez au maximum autour de vous cette émission, que vous diffusiez cette vidéo. C'est vraiment fondamental pour nous pour lutter contre cette fameuse censure douce de YouTube, le shadow banning. Immédiat numéro 342, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est cette caricature à propos de la subvention par la mairie écologiste de Strasbourg d'une mosquée radicale turque. Le maire de Strasbourg y est représenté en naïve, qui met un billet dans une tirelire en forme de mosquée, avec, dans l'ombre qu'il l'observe, un imam et Erdogan. Jean-Yves, pourquoi avoir choisi cette caricature comme image de la semaine ? Eh bien, Nicolas, parce qu'elle a été censurée, le dessinateur a fait cette caricature qui correspond à l'actualité de Strasbourg, à savoir la question du financement de 2,5 millions par la mairie de cette mosquée fondamentaliste. C'est l'actualité de Strasbourg. Le dessinateur des dernières nouvelles d'Alsace, le grand quotidien régional de Strasbourg, y consacre son dessin. Et les dernières nouvelles d'Alsace censurent le dessin parce que c'est pas conforme, entre guillemets, à leur ligne éditoriale qui est de ménager l'islam et qui est de ménager la mairie de Strasbourg. Précisons que les dernières nouvelles d'Alsace, ça appartient à un grand groupe de presse dont on a déjà parlé, EBRA, qui contrôle toute la presse de l'Est de la France, une bonne partie de la presse de l'Est de la France, et qui est tout simplement une filiale d'une banque, le Crédit Mutuel. Voilà. Et Jean-Yves, alors cette mosquée, elle défraie un petit peu la chronique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, cette mosquée défraie la chronique parce que c'est une mosquée qui est liée au Miligorus, qui est un mouvement fondamentaliste, proche des frères musulmans, militaire aussi un peu, turc. Et donc derrière, il y a vraiment la conquête turque, c'est ça l'objectif. Pourquoi en Alsace ? Puisque l'Alsace, comme l'Allemagne, a beaucoup de Turcs. Et donc, bien, c'est important pour le pouvoir d'Erdogan de marquer le territoire en construisant une très grande mosquée, je crois la plus grande mosquée d'Europe, probablement. Et le nom n'est pas innocent, le nom de cette mosquée, Eyüp Sultan, c'est le nom d'un des chefs de guerre qui a pris Constantinople en 1453 et dont la devise était « pénétrer profondément dans le territoire ennemi, aussi loin que vous pouvez aller », c'est Strasbourg. Voilà. Donc c'est évidemment très important. On remarquera d'ailleurs que dans le choix des noms des mosquées, à Poitiers, la mosquée qui avait été mise en exergue par Génération Identitaire porte comme nom le pavé des martyrs, qui est le nom de la bataille de Poitiers vue par les musulmans. Voilà. Ouais, donc la stratégie de conquête est clairement affirmée. Il n'y a que les imbéciles ou les opportunistes qui ne veulent pas voir. Et Jean-Yves, on parle de subvention par la mairie de Strasbourg, donc 2,5 millions d'euros. Mais il n'y a pas que la mairie de Strasbourg qui a subventionné cette mosquée. Non, il y a aussi l'État.
l'État, la préfecture, 2500 € pour la préfecture et un peu plus. Au titre de la politique de la ville. Au titre de la politique de la ville, bien sûr, qui a coûté 100 milliards d'euros aux Français en quelques années. Et on a même eu une subvention du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si c'est l'époque de M. Castaner ou l'époque de M. Darmanin. Je n'ai pas vérifié ce point. Pas négligeable quand même. 22 500 €. Alors c'est assez intéressant de voir à quel titre, au titre de la prévention de la délinquance. Donc ça établit quand même manifestement une liaison entre la délinquance et l'immigration, la délinquance et l'islam, avec peut-être, c'est une vieille idée en fait des années 80-90. À l'époque, certains disaient, au fond, si les musulmans reviennent dans le cadre religieux, retournent à la mosquée, il y aura moins de délinquance dans les populations issues de l'immigration musulmane. Malheureusement, on a vu depuis des milliers de mosquées et on n'a pas vraiment vu de chute de la délinquance. Enfin voilà, donc M. Darmanin, qui dissout Génération Identitaire d'un côté, finance ou a financé, le ministère de M. Darmanin en tout cas, la grande mosquée de Strasbourg, ça porte un nom, l'anarcho-tyrannie. Ou même la soumission, qui est un autre nom à cette actualité. Passons au premier sujet, Audrey Pulvar, la haine des Blancs au programme. Audrey Pulvar a récemment été interviewée sur BFM par Apolline de Malherbe. Elle a tenu des propos très commentés, on l'écoute. Que des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon sentent la nécessité de devoir se réunir entre elles pour pouvoir en discuter, ça ne me choque pas profondément selon la façon dont les choses sont formulées. Si on vous avait proposé de participer à une réunion en disant non, par contre les personnes de couleur blanche restent derrière la porte. Ça, c'est pas possible pour moi. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous parlais de formulation. Je préfère les réunions réservées à que les réunions interdites à. Si il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. Alors, deux petits commentaires sur cette vidéo. D'abord, une petite hypocrisie de formulation. Je ne suis pas favorable à la formule interdit aux Blancs, mais je suis plutôt favorable à la formule réservée aux autres. Alors ça, c'est une blague, puisque la discrimination positive pour les uns est une discrimination négative pour les autres. Voilà. Et tout de même, à la fin, elle dit, à la limite, si on accepte les Blancs, oui, mais qu'ils se taisent. Voilà un propos quand même assez fort, assez vigoureux. Alors, qui est-elle, cette Audrey Pulvar ? C'est d'abord une journaliste qui a eu des postes tout à fait importants aux Arocs, à France Inter, et qui a présenté pendant plusieurs années le 20h, le journal télévisé de France 3. Donc, le 19-20. Le 19-20, plus exactement. Donc une journaliste importante du secteur audiovisuel public, qui ensuite a basculé dans la politique. Elle est actuellement adjointe à l'agriculture. Ça ne s'invente pas auprès de Madame Hidalgo à la mairie de Paris. C'est un drôle de poste. Ça, oui, c'est un drôle de poste. Paris, oui, c'est peut-être un poste fictif, je ne sais pas. Et elle est candidate PS, Parti Socialiste, ou ce qu'il en reste, aux élections régionales. Et en fait... C'est la tête de liste, hein, c'est pas rien. Tête de liste. Elle explique très bien sa démarche. Elle a décidé de soutenir les réunions non mixtes, comme on dit, de l'UNEF, à la suite d'une décision du comité stratégique de campagne. Et elle explique pourquoi. Parce qu'elle pense que ces thématiques sont porteuses. Ouais. Ça veut dire quoi ? C'est qu'elle vise un électorat qui est effectivement important en Île-de-France, qui est l'électorat non européen, l'électorat immigré, ou en tout cas l'électorat non européen, et que pour viser cet électorat, elle pense que la thématique, au fond, disons les choses clairement, anti-blanche, du racisme anti-blanc, du racisme anti-européen, est payant pour mobiliser les électeurs dans un contexte de forte abstention. Donc voilà quelqu'un
qui utilise clairement le racisme anti-blanc comme moteur électoral. Et ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, puisque c'est une ancienne journaliste, gentiment interrogée par ses anciens confrères. Et alors, elle a quand même tenté de se justifier. Hein. Elle a publié un tweet dans lequel elle déclare qu'elle récuse le mot race. Donc, elle essaie de se dédouaner un petit peu. Oui, alors elle n'a pas toujours récusé le mot race, puisque quand elle est arrivée au début de sa carrière, en 2004, elle a eu une interview où on lui demande de se présenter. Et alors, c'est très intéressant, parce qu'elle se défend, elle se présente assez longuement comme femme noire, comme créole caribéenne, comme martiniquaise, et elle revient là-dessus. Elle a du sang africain qui coule dans ses veines, et elle se définit comme femme noire, et même, pour qu'on comprenne bien, femme de race noire. Tout ce que je viens de dire là, je le cite. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'il y a un mot qui manque. Un mot qui manque, c'est le mot français. Oui, elle ne se définit pas du tout comme française. On pourrait dire, je suis française d'origine martiniquaine, ou voilà, enfin, bon, ou antillaise. Non, le mot français n'existe pas. Ouais. Par contre, le mot race noire, et on voit d'ailleurs l'obsession de la race qui est assez fréquente chez les populations métissées, on peut dire, puisqu'elle dit mon père était chabène, c'est-à-dire que c'était un noir assez blanc, c'est une expression, mais c'est quand même un vrai noir. Voilà, c'est ça le message. On a compris qu'effectivement, elle ne récusait pas le mot race il y a encore quelques années. Le mot race existe, ceci étant. On n'en a jamais autant parlé que depuis qu'il a été supprimé de la Constitution. Ouais, c'est pas faux. Alors, il y a eu des réactions politiques, hein, parce que ça a été un événement médiatique qui a eu une portée politique, avec par exemple Le Monde qui titre « Audrey Pulvar s'attire les foudres de la droite et de l'extrême droite en réagissant aux réunions non mixtes ». Déjà, on a un titre... Alors, on a un titre mensonger. J'allais dire comme d'habitude, parce qu'effectivement, elle a été critiquée parce que Le Monde appelle la droite et l'extrême droite, mais aussi par tout ce qu'on appelle la gauche républicaine, la gauche universaliste, qui critique ce propos. Donc la critique ne se résume pas à la critique de la droite et de l'extrême droite, comme le dit Le Monde, de manière mensongère. Alors, au rang des condamnations politiques, on a eu Valérie Pécresse, qui est son opposante lors des prochaines élections régionales, qui a déclaré qu'il n'y avait pas de racisme acceptable, et Geoffroy Didier, vice-président LR de la région, qui déclare qu'Audrey Pulvar doit s'excuser auprès de la République. Bon, c'est un peu grandiloquent. Hein, oui, grandiloquent, bon, ça c'est le verbe habituel. Bon, c'est le théâtre républicain. C'est le théâtre républicain. En vaccin contre ce théâtre républicain, je suggère d'aller regarder l'excellent papier très court, très percutant d'Éric Delcroix sur Polémia, qui part tout simplement d'un constat, c'est que malgré tout, les appartenances, les identités, ça existe, et en l'occurrence, c'est en plus utilisé comme moteur électoral. Ouais. Donc ça existe, et ça a une importance. On a au rang des condamnations politiques, on a aussi Marine Le Pen, hein, qui déclare que le parquet doit engager des poursuites pour provocation à discrimination raciale contre Mme Pulvar. Il faut mettre fin à cette escalade raciste de la part d'une partie de l'extrême gauche. Donc on a une demande d'action en justice. Alors, Marine Le Pen pose au fond une vraie question. C'est un tweet qu'elle a signé personnellement, puisqu'il a fait personnellement, puisqu'il y a le petit sigle MLP derrière, donc c'est pas son cabinet qui l'a fait, c'est elle-même. Elle pose une vraie question. Il y a effectivement une loi, qui est la loi Pleven, qui interdit tout ce qui peut paraître comme raciste ou discriminant à raison de la race, de la religion, du sexe, que sais-je encore. Et donc, en l'occurrence, je pense qu'on peut dire que le délit d'opinion est constitué. Donc, où on le poursuit. Théoriquement, c'est ce qui devrait se passer. C'est ce qui devrait se passer. Si on ne le poursuit pas, eh bien, ça veut dire que cette loi doit être abolie, puisqu'elle n'est pas appliquée ou qu'elle est appliquée dans certains cas et pas dans d'autres. Ouais. Donc, je pense que ce qui serait le plus sage, c'est de la
supprimer cette loi PAVN, de rétablir la liberté d'expression, la liberté de préférence. D'ailleurs, il faut bien reconnaître que les libertés de préférence, ça existe déjà. Vous avez des clubs où il n'y a que des hommes ou des clubs où il n'y a que des femmes, y compris d'ailleurs des clubs éminemment républicains. Le Grand Orient de France, par exemple, a encore énormément de loges, l'immense majorité de ces loges, qui sont réservées aux hommes. Après tout, c'est leur liberté. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de raison que la loi soit terrible pour les uns et qu'on poursuive régulièrement Éric Zemmour, Renaud Camus et que sais-je encore, et qu'on ne poursuive pas les autres. Abrogeons cette loi, ce serait peut-être la meilleure solution. Et on a ce tweet de Pierre Sautarel sur ce débat qui est né de ses propos. La gauche universaliste met fin depuis 40 ans à tout débat sur la race, l'identité par le reductio ad Hitlerum, à tel point que plus aucun blanc n'ose aborder ces sujets. Face à des indigénistes, la reductio ad Hitlerum ne fonctionne pas et il faut argumenter. Et là, c'est le malaise. Oui, il exagère un peu. Plus aucun blanc n'ose aborder le sujet. Si, Zemmour aborde le sujet, Camus aborde le sujet. Oui, il y en a encore quelques-uns. Nous abordons le sujet aussi parce que c'est vrai que c'est une minorité. Notre travail, c'est de parler librement et de ne pas se laisser intimider à tort et à travers. Mais enfin bon, toujours pertinent les tweets de Sautarel. Toujours, et on note aussi ce papier, cette tribune dans Braise Info. Et si les droitards arrêtaient un peu de s'indigner, et avec Julien Dire, qu'on connaît qu'un chroniqueur régulier de Braise Info, qui appelle finalement à se battre contre les indigénistes plutôt que de se plaindre. Il y a quand même eu, Jean-Yves, des soutiens politiques face à Audrey Pulvar. On note par exemple le président du Parti socialiste de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui a déclaré au Monde « Il est temps de défendre une république métissée ». Qui est une conception raciale des choses, au passage. Oui, complètement. Voilà. Et puis on a aussi, dans Le Monde, Patrick Klugman qui a évoqué, qui a défendu Audrey Pulvar en évoquant l'exemple des rescapés de la Shoah qui, organisaient eux aussi des groupes de parole entre victimes de la Shoah. Alors ça, c'est tout à fait surprenant de voir M. Klugman, qui est l'ancien président de l'Union des étudiants juifs de France. Et élu aussi à la mairie de Paris. Élu aussi à la mairie de Paris, voilà. Qui instrumentalise la Shoah. Puisqu'au fond, il justifie les positions anti-blanches d'Audrey Pulvar par l'évocation de la Shoah, ce qui est quand même d'un goût particulièrement discutable, on dira. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, des soutiens, il y en a eu également chez les journalistes. On va le voir avec, par exemple, cette chronique censée être humoristique de Charline Vanhoenacker sur France Inter. Bon, alors déjà, première nouvelle, d'où il y a des gens qui font encore des réunions aujourd'hui. Pour moi, il est là le problème. Avant qu'on disait à 11h, il y a une réunion, tout le monde était là, ouais, bof. Et maintenant qu'à 11h, il y a une réunion non mixte, là, soudain, tout le monde veut y aller. Aujourd'hui, visiblement, il y a des militants du Rassemblement national qui sont tellement en manque de réunions qu'ils rêvent d'aller écouter des Noirs qui parlent de racisme et de discrimination. On en est là. Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis favorable aux réunions non mixtes. Non, parce que les Blancs peuvent apporter une vraie plus-value dans ces réunions, comme par exemple raconter leurs histoires de non-contrôle aux faciès ou de non-discrimination à l'embauche. Cette pauvre Charline, elle est un peu laborieuse. Elle essaye d'être drôle. Elle essaye d'être drôle, mais elle n'y arrive pas beaucoup. Alors... Bon, évidemment, elle prend comme tête de Turc, si j'ose dire. Enfin, là, on n'est plus dans la mosquée de Strasbourg. Attention à la loi les électeurs du Front National ou du Rassemblement National. Au passage, elle nous glisse quand même deux petits bobards, sans rien dire. Le délit de faciès. On a vu qu'il n'y a pas de faciès, il n'y a pas de délit de faciès. Simplement le fait que les policiers pensent parfois qu'il y a moins de probabilité que la mamie de 85 ans soit potentiellement une délinquante que le jeune extra-européen de 20 ans au capuche. Voilà, mais malheureusement, ça correspond à la réalité des statistiques. Hein, voilà. Et puis, de même en matière d'emploi, il n'y a pas non plus de discrimination à l'emploi. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le CV anonyme dont on avait parlé à un moment, il a tendance à ne plus être recommandé parce que les gens qui ne sont pas d'origine européenne ont encore moins de chances d'être recrutés avec le CV anonyme que
avec le CV normal. Voilà. Donc, ce qui prouve que s'il y a une discrimination, elle joue plutôt dans l'autre sens. En tout cas, c'est pas aussi simple que ce que dit Charline Vanhoenacker, mais toujours sous le ton de l'humour, quoi. Mais on fait passer quand même de petits bobards au passage. Parce que même si c'est pas drôle, on nous glisse le petit mensonge au passage. Exactement. Et pour finir, on a quand même une réaction médiatique un peu plus mesurée, de Brice Couturier de France Culture qui tweet « Abandonner l'universalisme, la laïcité et les lumières à la droite est la plus invraisemblable connerie qu'ait commise la gauche depuis bien des décennies. » Jean-Yves, un aveu. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, Brice Couturier fait partie de ce qu'on appelle un peu la gauche républicaine. Voilà, universaliste, donc il déplore de voir le terrain abandonné, mais il est abandonné pour une raison très simple. C'est de la sociologie électorale. C'est-à-dire que ce discours-là, il n'a plus de base électorale, ou il a une base électorale de plus en plus mince. De plus en plus mince, alors que le discours qui consiste et c'est pas un discours qui va mobiliser les minorités ethniques. Et donc, comme si vous voulez être élu en Ile-de-France, aujourd'hui, à gauche, votre électorat, c'est l'électorat des minorités ethniques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout simplement. Voilà, il faut qu'il fasse un peu de sociologie électorale, monsieur Couturier. On lui enverra l'émission d'immédiat pour qu'il se mette à la page. Passons à la revue de presse. Et pour entamer cette revue de presse, Jean-Yves, on va s'intéresser à une manifestation qui a eu lieu ce dimanche contre le texte de la loi climat qui ne va pas assez loin, qui n'est pas assez ambitieux selon les manifestants. Et Jean-Yves, il y a eu un traitement médiatique intéressant. Un traitement médiatique assez sympa. Voilà. Alors on va dire le Huffington Post montre les meilleures pancartes, qui ne sont pas d'ailleurs si fabuleuses que ça, mais on n'avait jamais vu ça pour la manif pour tous ou pour les gilets jaunes. Là, ils n'avaient pas des bonnes pancartes. Bon. Et puis alors le Figaro qui nous dit 110 000 manifestants dans la rue. Alors c'est dans différentes villes. Oui, dans toute la France. Selon les organisateurs. Alors ça c'est sympa. Là, on a le chiffre des organisateurs. On n'a aucun chiffre correcteur. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça a été fait d'ailleurs avec l'AFP. L'AFP, vraiment, ils sont très très bons. Oui, dans tous les médias, on a à chaque fois un petit peu... et on a de la matière grâce à eux. Alors, autre actualité assez extraordinaire, cette annonce d'Olivier Véran qui veut lancer un cursus de formation. Oui, alors, Olivier Véran veut compléter l'internat et créer une spécialité de médecin de plateau télé, pas de salle d'opération, médecin de plateau télé, médecin médiatique, parce qu'il a considéré qu'il y avait un besoin et qu'il fallait les former. Donc il y aura un certain nombre de jeunes internes qui... Avec des formateurs de prestige. Alors, avec des formateurs, ça c'est BFM TV, il y aura un partenariat entre le ministère de la Santé et les hôpitaux, les CHU, et BFM TV, donc qui assurera la formation avec des journalistes et des grands médecins de plateau, des sommités de plateau, comme le professeur Karine Lacombe ou le professeur Michel Simès. Voilà. Et puis il y aura quand même une partie stage qui aura lieu... soit au cabinet ministériel, soit en service communication des labos pharmaceutiques. Voilà. Bon, c'est incroyable. Oui, mais alors c'est un décret, puisque c'est un décret de ce jour, d'aujourd'hui, c'est un décret de ce 1er avril. Très bien. Écoutez, c'est noté. On va passer à une actualité moins incroyable et bien moins amusante. C'est ce nouveau terme de novlangue employé par un média local, le Journal du Centre, puisque après des émeutes dans la ville de Nevers, le titre est très particulier, Jean-Yves. Oui, alors à Nevers, on pouvait penser que c'était encore la France profonde. Il y a eu des émeutes ethniques avec incendie de poubelles, classique, incendie de véhicules, tir de mortier, de feux d'artifice, voilà. On va dire que c'est devenu un peu banal. Ce qui est moins banal, et là il faut quand même saluer la créativité de la presse quotidienne régionale, puisque on appelle ça flambée de nervosité. C'est assez joli, je dois dire. Vraiment, il y a de l'imagination. Voilà, un nouveau mot de novlangue, la flambée de nervosité. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Et on note dans le corps du texte,
un climat de grande nervosité. Vraiment, la nervosité, c'est le terme qui est utilisé maintenant, quoi. Voilà, alors on nous parle d'ailleurs de jeunes individus. Ça serait, le terme approprié serait plutôt casseur, délinquant ou incendiaire. Mais là, c'est de jeunes individus. Voilà. Bon, la presse... C'est pas encore des jeunes personnes, mais ça viendra. La presse innove chaque jour un peu plus. Ah oui, là, le journal du centre, bravo. Bravo. C'est un beau titre. Beaucoup moins réjouissant, Jean-Yves, cette influenceuse patriote, Estelle Redpil, qui officiait notamment sur le réseau social TikTok, qui a été censuré, son compte TikTok a été supprimé, et dans le même temps, le compte YouTube de Renaud Camus, qui a lui aussi été supprimé, purement et simplement. Jean-Yves, c'est une actualité très inquiétante. Oui, alors, il y a eu effectivement un passage de télévision plutôt sympa d'ailleurs, sur Quotidien, mais évidemment, il fallait s'attendre au revers, où on voyait Estelle Redpil et Camus dialoguer au château de Plieux. C'était plutôt une séquence assez intéressante de Quotidien, qui avait en fait un but, appeler à la censure. Et c'est effectivement ce qui a fonctionné, puisque 48 heures après, le compte YouTube de Renaud Camus a été coupé et le compte TikTok d'Estelle Redpil a été coupé. Ouais. Voilà. Donc, c'est très efficace. Et malheureusement, c'est l'un des pouvoirs indirects des médias, c'est cette censure. Oui, d'inciter à la censure. Voilà. Alors, autre actualité, c'est Valeurs Actuelles qui a été piégé, Jean-Yves. On avait vu cet article qui avait fait parler de lui. À Strasbourg, le cri d'alerte d'un professeur face à la pression communautaire qui sévit dans son lycée. Sauf que, c'était un canular, ou en tout cas un piège tendu par un individu qui s'est fait passer pour un prof en difficulté. Valeurs Actuelles s'est donc excusé sur Twitter. Plutôt que de lutter contre l'islamisme, certains préfèrent tenter de piéger des médias. À ceux qui ricanent, se rendent-ils compte de la correspondance avec de nombreux cas existants? À nos lecteurs, nos excuses pour ce faux témoignage relayé. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est une information qui était vraisemblable, mais ce qui est vraisemblable n'est pas forcément vrai, et Valeurs Actuelles a peut-être été un peu léger dans la vérification, et ça fait un scandale. Ouais. Alors que des bobards, il y en a absolument tous les jours. Bien sûr. Tous les jours. Dans tous les autres pas médias. Pas seulement, on croule sous les bobards. Bon. Là, évidemment, les médias n'en parlent jamais. Là, ils en ont parlé. Et des bobards, Dieu sait si on en a. L'AFP avait repris un bobard volontaire, d'ailleurs, du groupe Extinction Rébellion. L'AFP. C'est exactement le même. En fait, c'est exactement la même chose. Le même mécanisme. Et l'AFP avait commenté ainsi. L'agence condamne sans réserve cette initiative malhonnête de manipuler les médias avec une fausse information. Ce genre d'action visant la presse libre est contre-productive et ne peut que contribuer à une érosion dommageable de la confiance. On aurait pu attendre la même dépêche sur l'affaire de Valeurs Actuelles. Exactement, c'est exactement le même cas. Bon, il n'y a pas eu que ça, Jean-Yves. Il n'y a pas eu que ça. Alors, bon, il y a eu la dépêche de l'AFP annonçant que Xavier de Ligonnès, Dupont de Ligonnès, était arrêté en Écosse. Voilà. Reprise absolument par toute la presse. Et puis, on a eu aussi Le Monde, là, qui nous avait annoncé que l'acteur noir et gay, là, il cumule les bons points, le gars. Là. Et puis là, on a le droit de parler de la couleur de peau. Jussis Smollett, agressé à Chicago. On apprend un peu après que c'est une fausse agression. Donc, des bobards, il y en a tout le temps. Et si je peux me permettre, Jussis Smollett, c'était Le Monde avec AFP, hein. Le Monde avec AFP, ben ils sont très bons, AFP, vraiment très très bons. Donc oui, des bobards, effectivement, il y en a tout le temps, dans tous les médias, donc c'est pas... voilà. Moi, j'aurais un conseil à donner au patron de l'AFP, c'est de redéployer l'AFP factuelle sur l'AFP. C'est vrai, ils auraient sur quoi eux-mêmes. faire. Au lieu d'aller regarder la paille dans l'œil du voisin, qu'ils regardent la poutre qu'ils ont dans leur propre œil. Et à mettre au crédit de Valeurs Actuelles, c'est qu'ils ont assumé leur erreur et qu'ils se sont excusés, ce que bon nombre de médias ne font absolument jamais. Donc c'est à mettre à leur crédit quand même. Et puisqu'on parle de bobards, Jean-Yves, eh bien, on va enchaîner avec le Télégramme qui a fait un petit bobard par dissimulation. On se souvient, il y a quelques semaines, on avait parlé de jeunes issus de la région parisienne qui étaient venus en Bretagne, qui avaient été arrêtés avec 13 kilos de cannabis. Ils allaient être jugés. Et à l'époque, la journaliste Hélène Caroff du Télégramme avait changé les noms de ces personnes, qui n'étaient pas mineures,
On avait donc Kevin, Antoine, Amélie, Anaïs, Alain, Henri, Héloïse, Trice, Mathieu et Eric, qui étaient donc les présumés coupables, enfin les délinquants. Oui. Voilà, avec Hélène Karov qui s'est les Anaïs, il y a beaucoup de problèmes avec les Anaïs. Hélène Karov qui s'est justifiée en disant que c'était pour respecter la présomption d'innocence, sauf que, eh bien, aujourd'hui, on a eu les vrais prénoms, et ces prénoms, ce sont les suivants: Ali, Anissa, Hassan, Elad, Mohamed, Keba, Arlène Bonazebi Nkassa ou encore Hamza. Pas tout à fait pareil. Alors, c'est assez intéressant l'argument de la journaliste. Enfin, il y avait une règle ancienne où on cachait les noms des mineurs. Voilà, mais ça, c'est une règle. Elle s'est étendue et maintenant on a tendance à cacher, alors sous couvert de la présomption d'innocence, on a tendance à cacher aussi les noms. Oui. Et là, dans cette étape, non seulement on cache le nom, alors que, bon, c'est tout à fait discutable, mais on change le prénom. Ouais. Alors avec un argument qui est d'une malhonnêteté absolue, parce qu'elle nous dit, c'est pour la présomption d'innocence. Mais alors d'accord, c'est la présomption d'innocence de Mohamed, mais c'est pas la présomption d'innocence de Kevin, c'est pas la présomption d'innocence d'Anaïs, c'est pas la présomption d'innocence d'Alain, puisqu'on donne leur nom, alors qu'ils n'y sont d'ailleurs pour rien. Ouais, non, mais donc c'est d'une malhonnêteté absolue. Ça n'a aucun sens. Absolue. Comme c'est dans le Télégramme, la PQR et l'AFP sont très très bons. Hein. Et on note que le pendant breton du Télégramme, du bon côté, c'est bien sûr Braise Info qui a fait un bel article là-dessus, comme sur beaucoup d'autres choses. Donc on les salue au passage. Et on recommande le site Braise Info, y compris à ceux qui ne vivent pas en Bretagne, et y compris à ceux qui ne sont pas bretons, parce que c'est un très bon traitement de l'actualité bretonne, et pas seulement bretonne. Oui, nationale, européenne. Sur ce bobard par dissimulation du Télégramme, nous passons au deuxième sujet de cette émission, Covid-19, catastrophisme et confinement. Hier soir, Emmanuel Macron a donc annoncé un durcissement du confinement et la fermeture des écoles pendant 4 semaines, dont 2 semaines de vacances. Alors avant de revenir sur ces annonces, eh bien, on va se concentrer sur le climat qui a mené à cette prise de parole du président de la République, puisque il y a eu un grand catastrophisme médiatique ces derniers jours. On va commencer avec un bobard, le bobard de Drancy. On le voit avec ce titre de RTL. Covid-19, 20 parents d'élèves du lycée de Drancy décédés, 20 minutes. Au lycée Eugène Delacroix, où 20 parents d'élèves sont décédés. On a également La Dépêche, le cas hors norme du lycée de Drancy, où le Covid-19 a tué 20 parents d'élèves. Midi Libre, 20 parents morts du Covid-19. Jean-Yves, on a l'impression qu'il y a une hécatombe au lycée de Drancy. Alors, c'est une information qui a été effectivement très largement reprise, qui objectivement aurait dû conduire les journalistes à s'interroger. Parce qu'autant l'affaire sur laquelle a été piégée Valeurs Actuelles était vraisemblable, là, c'est invraisemblable. Ah bah, c'était fou. Puisque le Covid a très peu tué en dessous de 65 ans. Et là, on est des parents d'élèves, donc des gens qui doivent avoir en moyenne c'est des lycéens, donc ils ont entre 35 et 60 ans, on va dire. Donc, a priori, même s'ils ont eu le Covid, la probabilité qu'ils en meurent est extrêmement faible. Alors, quelle est la source ? La source, c'est une lettre d'un syndicat d'enseignants, la FSU, et il y a une campagne des syndicats d'enseignants pour faire fermer les écoles. Et donc, on a balancé cette lettre au rectorat où on dit qu'il y a 20 morts dans le lycée, ce qui est totalement faux. En tout cas, c'est pas confirmé par le rectorat du tout. Le rectorat ne confirme pas les chiffres. Qui est complètement faux, qui effectivement... on n'a aucune source qui confirme. Le rectorat dit qu'ils n'ont absolument aucune information. Alors on évoque l'hypothèse que ça pourrait être les familles au sens large. Oui, au sens très large. Mais même au sens très large, à ce moment-là, il faudrait investiguer un petit peu. Et manifestement, ce n'est pas le cas. Mais ça a été une mesure, une annonce plus exactement, particulièrement forte pour pousser à la fermeture des écoles, des collèges et des lycées, ce qui correspond à la volonté d'un certain nombre de syndicats de l'éducation nationale. Et donc, comme vous le disiez, ça a été très largement repris par les journalistes.
ce qui a un petit peu choqué Pascal Praud. On l'écoute. Il y a une mise en perspective de l'information que je trouve effrayante. Je ne veux pas accuser les journalistes, ils se rendent. Il n'y a pas de manipulation chez eux, il y a un contexte. Ce qu'il dit est assez juste finalement, parce qu'il y a le contexte. Le contexte, il est à l'affolement, et donc une information qui va dans le sens de l'affolement, on la vérifie pas, on la relaie. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est juste son analyse. Toujours sur les propos un peu catastrophistes repris dans les médias, on a cette tribune des directeurs de crise de l'AP-HP. Nous serons contraints de faire un tri des patients, déclare-t-il. Nous n'avons jamais connu une telle situation, même pendant les pires attentats subis ces dernières années. Le tri des patients a déjà commencé puisque des déprogrammations importantes nous ont déjà été imposées et que celles-ci sont associées à des pertes de chance. Donc Jean-Yves, ça fait un petit peu peur comme tribune. Je crois que ça affole beaucoup. Dans le JDD, par ailleurs. Oui, je crois que ça affole beaucoup. Ça contribue à l'affolement de la population, sachant quand même que le tri, il existe toujours dans les hôpitaux et dans les urgences, à la fois en fonction de l'urgence et en fonction des lits disponibles dans les différents services. Ça a toujours existé. Évidemment, ça peut être problématique, oui. Et c'est d'ailleurs ce que dit Patrick Pelou au micro d'Europe 1. Il était très remonté contre cette tribune de l'AP-HP et il déclare que la fameuse notion de tri a organisé les 30 dernières années de notre système de santé. En gros, pour lui, le tri, il existe déjà à l'hôpital, même si le terme fait un petit peu peur, mais voilà. Il a d'ailleurs qualifié ce cri d'alerte d'une quarantaine de médecins de véritable coup politique en déclarant qu'il y avait certes une activité de patient à prendre en charge pour le Covid-19, mais que cette activité n'augmente pas, ce sont ces mots. Ce n'est pas du tout comme en mars dernier, ce n'est pas la Bérésina. Et sur cette ligne également, on a Martin Blachier qui était interrogé sur CNews. En réanimation, il n'y a que entre un quart et un tiers des patients qui sont à l'AP-HP. Et on n'entend que l'AP-HP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a autant de patients dans le privé, dans les établissements publics non AP-HP, il n'y a que l'AP-HP qui crie comme ça. Moi, j'ai appelé des gens qui travaillent dans des services de réanimation qui ne sont pas à l'AP-HP. Ils n'ont pas du tout le discours des médecins réanimateurs de l'AP-HP. Deuxième chose, les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France ont une situation qui est autant, voire plus critique en termes de saturation des services de réanimation, mais ça depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'on a entendu les réanimateurs des Hauts-de-France faire ce genre de sortie? Donc moi, je dis simplement qu'il y a un décalage entre l'AP-HP et le reste du paysage des réanimateurs en Hauts-de-France et dans la région. Et toujours sur CNews, on avait un responsable syndical hospitalier, Christophe Prudhomme, qui s'est exprimé. Le principal signataire de la tribune, le directeur médical de crise de l'assistance publique, avec lequel je me suis affronté au mois de mai-juin, a refusé de maintenir des lits de réanimation ouverts en vantant les lits de réanimation éphémères et les TGV sanitaires. Voilà, il y a un affrontement entre deux catégories de médecins, c'est-à-dire l'establishment médical que représentent ces directeurs médicaux de crise, dont un certain nombre ne voient jamais de malades, et les médecins de terrain. Voilà, c'est ça le problème. Ce que l'on dit depuis 2003, nous les urgentistes, c'est que nous manquons de lits de réanimation en France, qu'il faut arrêter de fermer des lits. Eh bien, la Cour des comptes, qui est quand même pas la Madame Plus en France, en général, valide le fait que nous n'avons pas suffisamment de lits de réanimation en France. Et les gens qui aujourd'hui ont publié cette tribune, ce sont des vrais Ponce Pilate, parce que ce sont eux qui, ces dernières années, ont entraîné la fermeture d'établissements et qui valident la fermeture des établissements qui sont en cours, dont un hôpital dans mon département, la Seine-Saint-Denis, qui a été parmi les plus touchés. Imaginez-vous qu'on est en train de fermer un hôpital, l'hôpital Jean Verdier. Heureusement, nous avons pu rouvrir une réanimation, mais il y a de la place aujourd'hui dans cet hôpital pour créer plusieurs dizaines de lits pour les malades Covid, si effectivement il y avait la volonté de le faire. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qui vient d'être dit. D'abord, il y a effectivement une focalisation sur l'assistance publique de Paris. D'abord, c'est parisien. Les journalistes sont parisiens, donc il y a un premier phénomène. Deuxièmement, c'est une grande structure bureaucratique qui a été effectivement beaucoup réformée, beaucoup restructurée et avec un certain nombre de fermetures de lits. Et je pense avec une erreur de fond dans le dimensionnement des services hospitaliers sur l'Île-de-France, tout simplement à un double fait. D'abord, la densité de la population, qui effectivement est un sujet de préoccupation par rapport à une épidémie, et surtout le fait que la population est sous-estimée. Quand on dit que la Seine-Saint-Denis a les chiffres les plus élevés de taux d'incidence le plus élevé, ou l'un des taux d'incidence les plus élevés, évidemment, puisque en Seine-Saint-Denis, la population réelle est probablement
de 15 à 25 ou 30% supérieur à la population qu'on trouve dans les chiffres officiels. Donc c'est assez normal. Parce qu'il y aurait beaucoup de clandestins, en fait. Oui, d'ailleurs, c'est un rapport officiel de l'Assemblée nationale qui a chiffré entre 10 et 25% le nombre des clandestins en Seine-Saint-Denis. Cela, évidemment, on n'a pas dimensionné les lits d'hôpitaux pour des gens dont on ne veut pas prendre en compte la réalité dans les statistiques. Ça, c'est le premier élément. Alors, tout ça, ça explique le nouveau tour de vis, en quelque sorte, gouvernemental. Cette campagne médiatique a un peu permis ça, quoi, finalement. C'est la campagne médiatique qui a été faite pour permettre ça, et sans doute pour imposer cela. Avec, je crois, effectivement, deux forces qui ont contribué à l'imposer, y compris à Emmanuel Macron, qui était peut-être pas très chaud au départ, deux forces qui sont certainement un certain nombre de forces hospitalières de la PHP, et les forces syndicales de l'éducation nationale, parce que la mesure quand même la plus forte prise par Macron, c'est la fermeture des écoles. En même temps d'ailleurs, et en même temps qu'on recommande le télétravail, alors que tous ceux qui ont des enfants, surtout en bas âge, savent que faire travailler les enfants, les garder et télétravailler, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Et donc, c'est en même temps parfaitement contradictoire. Parfaitement contradictoire. Bon, on n'est peut-être plus à ça près, de toute manière. Très bien, Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission. Un petit coup de chapeau pour finir l'émission. Un petit coup de chapeau à Éléments qui développe un nouveau format vidéo d'interviews longues. Les portraits d'Éléments. Les portraits d'Éléments, interviews longues. Alors, ils ont commencé avec un entretien avec Cotarac, qui est un ex-insoumis. Un ex-insoumis qui a compris où étaient les intérêts du peuple français et qui est au parti localiste avec Hervé Juvin et qui est candidat du Rassemblement national dans la région lyonnaise, Auvergne-Rhône-Alpes, une des méga-régions, Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire. Voilà. Donc des nouveaux entretiens qui rappellent d'ailleurs un autre média qui s'est lancé un petit peu sur ce format-là, Livre Noir, qui a notamment interviewé Charlotte Dornelas, par exemple. Voilà, ça rappelle Livre Noir, ça rappelle aussi Thinkerview, mais qui est plus politiquement correct. Mais l'entretien long, c'est un format tout à fait intéressant. Très bien, mais c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, diffusez au maximum cette vidéo autour de vous. C'est vraiment très, très important. Et puis Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.